Salam alaikum, Azul Filaon. Dans cette vidéo, on va essayer, Inch'Allah, de traiter la suite de la première partie de ce thème de la croissance économique. Exactement, on va tenter de traiter les déterminants de la croissance. Allah barakatillah, sans plus tarder. Alors, comme on l'a défini déjà dans le cadre de la première vidéo, la croissance économique signifie la variation positive de la production des biens et des services marchands et non marchands sur le long terme. Donc la question centrale qu'il faut poser, c'est l'origine de cette augmentation de la production, c'est-à-dire d'où provient cette augmentation de la production, bien quels sont les facteurs explicatifs de cette augmentation de la production. Donc voilà, pour répondre à cette question, donc on va exploiter un extrait d'un diagnostic fait par l'économiste américain Robert Gordon, en analysant et en diagnostiquant les économies des pays industrialisés. Donc il a fini par dire que ces économies sont condamnées par une croissance, ou bien sont condamnées à une croissance faible pour les décennies qui viennent, c'est-à-dire elles sont condamnées à une stagnation séculaire. Les raisons pour Robert Gordon, cela tient principalement à l'incapacité de ces vieux pays industrialisés à produire des innovations de rupture, c'est-à-dire donc c'est l'absence des innovations de rupture depuis 1990 avec l'Internet, qualifiée comme étant la dernière des innovations de rupture qui ont marqué l'histoire économique mondiale. Pourquoi? Parce que les innovations de rupture, selon toujours Robert Gordon, c'est le facteur qui suscite donc d'importants gains de productivité, c'est-à-dire qui permet de réaliser des gains de productivité et donc de réaliser une croissance intensive importante. Mais, regardez Robert Solow, il a précisé que c'est loin d'être la seule raison, c'est-à-dire c'est loin que les innovations de rupture soient la seule raison, c'est-à-dire il existe d'autres raisons donc à ce ralentissement de l'activité économique, ou bien cette stagnation séculaire que risquent les économies des pays industrialisés, spécialement l'Amérique, l'Europe et le Japon. Dans le même ordre d'idées, l'économiste espagnol Xavier Sala y Martin, elle a confirmé dans le cadre de ses travaux que la croissance n'a pas qu'un seul déterminant simple. C'est-à-dire la croissance, il y a plusieurs déterminants. C'est vrai, l'importance et la pondération de chaque déterminant n'est pas la même. C'est pour cette raison, donc il y a des facteurs qui sont capitaux, qu'on peut considérer comme étant la force motrice de la croissance économique, mais pour qu'il fonctionne, pour qu'il produise ses effets, donc il faut également d'autres facteurs complémentaires. Alors dans cette leçon, on va essayer donc de regrouper ces facteurs en facteurs à long terme et facteurs à court terme. Donc voilà. Enfin, en fait, cette distinction se base généralement sur l'effet de l'action sur un facteur sur la production. Si les effets de l'action sur un facteur se produisent immédiatement, donc là, le déterminant est qualifié de conjoncturel ou bien un déterminant à court terme. Ici, l'action sur un facteur ne donne ses fruits qu'après des années, voire même des décennies, donc on le qualifie comme d'un déterminant à long terme. Alors, donc pour les facteurs à long terme, ce sont les mêmes facteurs donc de la production à long terme, spécialement les facteurs de production d'abord, qui sont traditionnels. Puis, le progrès technique comme étant un facteur dont on a commencé à parler à partir des années 80 avec la thèse de Robert Gordon. Et actuellement, donc, on parlait de l'économie de la connaissance comme étant l'avenir de l'économie mondiale.
Pour les facteurs à court terme, ce sont généralement les facteurs de la demande, c'est-à-dire la demande globale d'une économie. Alors, donc, pour les facteurs traditionnels, ce sont généralement travail et capital. Et pour les facteurs de la demande, ce sont la consommation finale, investissement et exportation. Pardon. Donc, voilà. Pour les détails, le facteur travail, généralement, son traitement nécessite voilà, de le traiter sous deux aspects. D'abord, l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. D'accord. Donc, comme ça, donc le facteur, les facteurs qui déterminent qui influencent le facteur de travail, par voie de conséquence, ce facteur donc influencera plus tard donc la croissance économique, et donc change tout dépend donc de l'aspect sur lequel donc on traite le facteur travail. Maintenant, pour l'aspect quantitatif de travail, ça concerne quoi? Ça concerne donc la quantité de travail disponible à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire la population active. Donc, ça concerne la quantité de travail disponible dans un pays, donc en fonction, les fonctions, bien évidemment, de la population active. Ça qui en achète un. La population active, c'est la population occupée plus les chômeurs. Et généralement, on se réfère au taux d'activité pour connaître l'importance de cette quantité de travail. En population active, par exemple, la population active âgée de 15 ans et plus au Maroc a atteint en 2016 11 747 000. Maintenant, donc, il avoisine, donc on peut parler donc de 12 millions presque. Ça oscille entre 11 800 000 et 12 millions. Maintenant, le plus important ici, quels sont les facteurs de variation de la population active? C'est-à-dire, c'est vrai, la population active, c'est un facteur déterminant de la production, et donc agir sur ce facteur signifie quoi? Il faut agir sur les facteurs qui, normalement, qui ont un effet sur cette population, soit qui conduisent à l'augmentation de la population active, ou bien au contraire à sa baisse. Comme ça, donc, on distingue entre trois raisons essentielles. Donc d'abord, la démographie, c'est-à-dire donc la population active future surtout, donc dépend de quoi? De l'accroissement démographique. Les pays où il existe un taux de croissance démographique élevé, c'est-à-dire donc à terme et dans l'avenir, donc ils vont voir leur population active en augmentation. Et inversement. Puis les pays qui ont un problème généralement de la démographie, la population active, il ajuste donc la variable de la population active, il ajuste la population active par la variable de l'immigration. En parlant de solde migratoire, qui est la différence, qui calcule par la différence de nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept est indépendant, bien évidemment, de la nationalité. Alors, donc, le solde migratoire, généralement, dans les vieux pays industrialisés, parce qu'ils ont une démographie faible, parfois en baisse, donc ils complètent et ils ont toujours un solde migratoire excédentaire. Et inversement, pour les pays moins avancés, les pays jeunes et en voie de développement, qui exportent plus donc la main-d'œuvre qu'elle importe. Alors, donc, troisième élément, ce sont les comportements d'activité. Certains nombres de comportements permettent donc soit d'augmenter la population active, sinon de la réduire. L'allongement de la durée des études légales, par exemple, via les mesures de pré-retraite, vont faire diminuer, bien évidemment, les taux d'activité respectivement des plus jeunes et des plus âgés. Ça permet de raccourcir la durée de vie active des personnes. Parallèlement, la féminisation du travail augmente le taux d'activité. Lorsque les femmes continuent donc à travailler davantage, donc là, ça augmente la population active, ça augmente également le taux d'activité. Voilà, généralement. Maintenant, pour l'aspect qualitatif, ça concerne généralement les qualités, les qualifications du facteur de travail. Donc, c'est vrai, donc le travail n'est pas une donnée homogène, comme on présente généralement de la théorie classique et nu classique. On présente toujours le travail comme une donnée homogène, alors qu'il est hétérogène de la réalité. C'est-à-dire les qualifications changent d'une personne à une autre.
Bien évidemment, l'étude d'évolution des qualifications nécessiterait donc l'analyse de la répartition de la population active en catégories socio-professionnelles. Donc, il y a des nomenclatures dont on désigne donc la catégorie socio-professionnelle en fonction de chaque pays. Donc, il existe plusieurs catégories socio-professionnelles. Ceci dit que, pardon, ceci dit que le travail n'est pas homogène, il est hétérogène, même gens, il est réellement hétérogène, donc il y a plusieurs niveaux de qualification. Maintenant, le constat que les experts ont fait donc, sur les 50 dernières années donc, a permis donc, de dégager les remarques suivantes, on vient de faire les remarques suivantes. D'abord, la baisse de la proportion d'ouvriers, c'est-à-dire les ouvriers, leur part baisse. Pourquoi? À cause de l'automatisation croissante des processus de production. Également, les effectifs agricoles sont en baisse, en chute, à cause de la mécanisation et du gain de productivité dans le domaine agricole. Mais au contraire, on a assisté à une forte hausse de catégories socio-professionnelles employées, professions intermédiaires, les cadres professionnels intellectuels. Pourquoi? Parce que, vu donc, il y a un essor croissant de le service, c'est-à-dire la tertiarisation de l'économie, a permis normalement d'employer davantage des employés, de faire appel aux professions intermédiaires, les cadres et ainsi de suite. Donc l'essentiel ici dans l'aspect qualitatif, c'est que le déterminant ici, c'est vrai, donc c'est la qualité des compétences. Les compétences, et donc pour agir sur ces compétences, il faut prévoir normalement des programmes de formation, il faut également investir dans l'éducation. Voilà donc les déterminants, ici les déterminants essentiels de la croissance sont l'éducation, la formation pour permettre un facteur travail de qualité. Maintenant, pour le capital, comme deuxième facteur traditionnel de la production, donc la première des choses, le mot capital recouvre plusieurs sens, peut prendre plusieurs sens. Donc, on distingue entre le capital technique, subdivisé en capital fixe et capital circulant, c'est-à-dire l'ensemble des biens nécessaires à la production. Puis le capital humain, comme étant qu'on peut également considérer comme étant le travail sur son aspect qualitatif. Le capital humain, concept développé par Gary Becker pour désigner très précisément le stock des capacités humaines économiquement productives, c'est-à-dire des capacités de l'homme, mais qui sont productives, qu'on peut employer dans la production. Si une capacité n'est pas employée, peu importe, c'est-à-dire peu importe sa nature, est-ce qu'il est pointu, donc est-ce qu'il est rare, est-ce qu'il n'est pas rare, l'essentiel, il faut que ces capacités soient productives, soient mobilisées dans la production. Dans son ouvrage Human Capital, l'économiste américain Gary Becker définit le capital humain comme étant, regardez, l'ensemble des capacités productives qu'un individu acquiert pour accumulation de connaissances générales, la langue, les calculs, donc ainsi de suite, puis spécifiques dans des domaines très spécifiques, très pointus, l'informatique et la programmation, par exemple, un langage très spécifique de la programmation, le savoir-faire qui demande des expériences, peut-être le savoir-être, le pouvoir-être, d'accord. Donc tout ça, donc toutes ces capacités, s'ils sont productifs, s'ils permettent d'être utilisés dans la production, se considèrent comme étant le capital, un facteur de capital humain. Donc voilà, pour Marx, il a défini le capital comme étant un rapport social. Marx traite toujours le capital dans le cadre de la relation de l'exploitation de la bourgeoisie aux prolétaires, c'est-à-dire la classe prolétariat de façon générale, la classe ouvrière. Alors, maintenant, on le sait très bien, la formation du capital fixe nécessite la réalisation des investissements. Et donc, pour connaître, pour investir, donc il faut voir donc le déterminant de l'investissement. Dans cette chaîne, vous trouverez une vidéo spécialement réservée dont j'ai traité l'investissement. Je vais essayer donc de vous mettre le lien dans le descriptif de cette présente vidéo. Comme ça, vous pouvez donc
voir voilà, des prolongements par rapport à cette thématique de l'investissement. Maintenant, donc c'est vrai, donc les facteurs sur le travail et le capital, mais il ne faut pas oublier la combinaison entre les deux. La combinaison entre les deux, la manière par laquelle on combine également décide la croissance économique, c'est-à-dire il explique en grande partie la croissance intensive. Et cette combinaison, la décision d'une combinaison se base généralement sur deux critères essentiels. D'abord, le coût relatif entre les deux, coût relatif du capital et du travail. Si le travail est relativement bon marché, l'entrepreneur aura intérêt à utiliser relativement beaucoup de travail. Ou bien choisir les activités et utilise le travail de manière générale, le travail intensivement. Par exemple, le Maroc, le textile un certain temps, donc on a choisi d'investir dans le textile. Pourquoi? Parce que le, le, le facteur travail est bon marché, le textile utilise beaucoup de main-d'œuvre. Le concept de poisson également. Deuxième, deuxième critère, c'est l'efficacité productive de la combinaison retenue. C'est-à-dire, donc, généralement, on choisit la combinaison qui est la plus productive, qui permet plus de production. Voilà pour le premier facteur. Maintenant, pour le progrès technique, généralement, également, sa définition n'est pas facile. Donc, on peut d'abord commencer par là. Dans une première analyse, on considère le progrès technique comme étant l'ensemble des éléments qui permettent d'améliorer l'efficacité de la combinaison des facteurs, c'est-à-dire tout élément qui permet dans l'entreprise d'améliorer la productivité, donc est considéré comme étant un progrès technique. De façon plus précise, il représente l'ensemble du stock de connaissances scientifiques et techniques, toujours permettant d'améliorer l'efficacité productive. C'est-à-dire, très précisément, ce sont les stocks de connaissances scientifiques et techniques qui améliorent la productivité de l'entreprise ou bien de toute l'économie. De sens large, disait l'ensemble des innovations peuvent améliorer d'abord la productivité à l'échelle d'une entreprise, c'est-à-dire la productivité du travail du capital, par exemple la mécanisation, l'organisation scientifique de travail de Taylor, ou encore la formation. Tous ces éléments-là améliorent la productivité à l'intérieur d'une entreprise, mais également la productivité générale de l'économie. Création de nouveaux marchés, nouveaux produits, réglementation, déréglementation de l'État, tous ces éléments-là sont considérés comme étant du progrès technique. On va finir par la définition de John Fourassier. Donc, il a essayé de définir le progrès technique en précisant que le progrès technique est la capacité d'action, c'est une capacité d'action de plus en plus efficace. C'est-à-dire donc il y a toujours de la continuité dans les effets de cette capacité sur la productivité que l'homme acquiert par l'effort intellectuel sur les éléments matériels. C'est-à-dire il faut un effort intellectuel, il faut des formations, des connaissances, mais également il faut des entraînements. Il faut essayer normalement d'agir sur les éléments matériels, d'utiliser les éléments matériels pour réaliser davantage de l'efficacité. En ce qui concerne la définition du progrès technique, maintenant l'origine du progrès technique, donc il est très clair que l'origine du progrès technique, c'est la recherche fondamentale. Donc à l'origine, progrès technique se trouve toujours, donc à l'origine du progrès technique se trouve la recherche, certes fondamentale au niveau des universités, appliquée au niveau des laboratoires privés ou bien publics, et recherche et développement à l'intérieur des entreprises, mais également de l'expérience. Deux éléments essentiels, donc la recherche fondamentale, c'est-à-dire donc la mobilisation des connaissances et l'effort intellectuel, mais également l'exercice, learning by doing, c'est-à-dire donc l'apprentissage par la réalisation des choses, par la production. Toujours dans le cadre de la réponse à l'origine du progrès technique, Schumpeter, donc il a proposé un processus ou bien une séquence linéaire de cette relation entre la recherche fondamentale et tout, mais également une séquence linéaire de triptyque entre l'innovation, l'invention et la diffusion. C'est-à-dire si le progrès, si la recherche fondamentale a
produit, a fait une production de connaissances ou bien une production, un modèle et tout. Donc, il faut suivre une séquence linéaire pour diffuser vers la fin cette innovation. Maintenant, cette séquence nécessite normalement, passe par 3 étapes. D'abord, l'invention, c'est-à-dire la recherche fondamentale ou bien appliquée ou bien la recherche-développement permet de réaliser des inventions. D'accord? Donc, l'invention, généralement, elle relève de la logique de la science. C'est le résultat de la découverte scientifique, c'est-à-dire la recherche fondamentale ou bien appliquée ou bien recherche et développement permet de réaliser une découverte scientifique. Et la figure clé de cette étape, c'est le scientifique chercheur. Ce sont le profil qui permet de réaliser ça, ce sont les scientifiques chercheurs. Et bien évidemment, ce travail-là se réalise dans une organisation de référence qui est le laboratoire, soit dans une institution publique ou bien privée. Une fois l'invention est faite, donc on passe l'innovation, c'est-à-dire la mise en application, soit donner donc un sens commercial, bien de production, bien organisationnel, à l'invention. Voilà, donc elle relève de la logique de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on passe le terrain à la concrétisation du projet. Le résultat, on est donc une innovation, soit de produit, de procès, ou bien une innovation organisationnelle, soit au niveau de l'industrie, la production, soit au niveau du processus de la réalisation de l'opération, ou bien au niveau de l'organisation l'organisation du travail. La figure clé, donc, c'est l'entrepreneur innovateur, pas n'importe quel entrepreneur, mais il faut qu'il soit un innovateur, un entrepreneur innovateur. Et l'organisation de référence, bien sûr, donc c'est de l'entreprise. Une fois l'innovation est réussie, donc on passe à la diffusion. La diffusion, donc dans le système productif, il est assuré généralement par la concurrence dynamique interentreprises. Il y a de la concurrence entre les entreprises, elles essaient donc d'imiter donc la même innovation, puis donc l'innovation se diffuse donc à grande échelle. Voilà, donc généralement, selon le Schumpeter, la séquence, voilà l'innovation comme étant une séquence linéaire. Est-ce que c'est toujours le cas? Donc il y a d'autres thèses qui contredisent cette linéarité de la séquence de l'innovation schumpeterienne, en insistant sur le fait que peut-être donc l'innovation n'est pas linéaire, mais donc on peut par exemple commencer par l'innovation et revenir sur l'invention, ou bien on peut aller jusqu'à l'invention puis revenir pour vérifier cette invention, on peut revenir donc à la recherche fondamentale, c'est-à-dire il y a un va-et-vient entre les étapes, c'est-à-dire il y a pas de linéarité, mais la relation elle est plus compliquée que cette relation linéaire. Surtout dans l'entreprise, des fois, donc, on commence son travail, on se rend compte d'un problème au niveau de la production. Nous sommes déjà dans le stade de la production. On peut aller chercher, par exemple, qu'on peut contacter un laboratoire qui fait de la recherche fondamentale pour demander de faire une étude dans ce cas-là. Donc, le laboratoire réalise l'étude, donc il finit par une découverte scientifique. Et puis, donc, on peut soit aller de l'invention, innovation, puis la diffusion, ou bien on peut s'arrêter à une étape pour revenir donc à l'étape précédente. C'est-à-dire, généralement, pour certains auteurs, donc la linéarité n'est pas toujours assurée, donc on assiste donc à un va-et-vient donc entre les étapes. Voilà donc le plus important dans le progrès technique, toutes les définitions qu'on a avancées tout à l'heure, donc insiste sur quoi? Sur les faits, soit le stock des connaissances, soit de l'innovation, soit de tous les éléments qu'on peut mobiliser dans la production, leurs effets qui comptent sur la productivité. C'est-à-dire le progrès technique n'a de sens que si donc il permet l'amélioration de la productivité. Donc maintenant, donc, quelle est l'importance de ça? Le progrès technique, c'est donc diminuer la quantité de travail par unité fabriquée. C'est-à-dire ça risque, il peut être soupçonné ou bien accusé donc voilà donc accusé d'être la raison ou bien la cause du chômage. Cependant, le progrès technique généralement il permet l'extension des marchés. Les effets sur l'emploi ce sont généralement positifs, mais à condition à ce qu'on utilise efficacement les gains de productivité. Maintenant, quelles sont les différentes utilisations des gains de productivité qui sont possibles et qui permettent de réaliser
Alors donc parmi les utilisations, d'abord si les gains, c'est-à-dire le plus important pour la productivité ou les gains de productivité, c'est leur partage. Si elles sont partagées d'une façon efficace, donc il permet de réaliser de la croissance économique. C'est-à-dire autrement, pour que le progrès technique favorise la croissance économique, il faut que le partage soit, que ces gains de productivité soient partagés de manière à favoriser la demande. Par exemple, parmi les utilisations des gains de productivité, par exemple, la diminution du prix de vente. S'ils sont utilisés par l'entreprise pour baisser le prix de vente, donc ça encourage donc la demande. La baisse du prix de vente va permettre aux consommateurs de bénéficier d'une augmentation de leur pouvoir d'achat, donc de la demande. Et la demande, c'est certes dans la théorie keynésienne, c'est le moteur de la croissance économique. Si les gains de productivité sont utilisés pour augmenter les salaires au niveau de l'entreprise, parce qu'on réalise les gains de productivité, si on décide d'augmenter les salaires, donc ça influence positivement la croissance économique, ça favorise la croissance économique parce qu'elle augmente le pouvoir d'achat donc des salariés. Les salariés donc investissent, consomment davantage et donc les entreprises vont suivre la tendance et augmenter leur production et donc réaliser de la croissance économique. Troisième utilisation, c'est on peut utiliser les gains de productivité pour augmenter le profit de l'entreprise. Et les entreprises utilisent donc ce profit-là, le profit bien évidemment donc des propriétaires des entreprises, qu'ils peuvent donc ces profits peuvent être réutilisés dans le cadre de l'investissement. Ça peut donc permettre donc l'augmentation de l'investissement. Dans ce cadre-là, on peut emprunter donc la théorie ou bien l'analyse de le chancelier allemand Schmidt, qui a précisé que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain, mais à condition à ce que l'entrepreneur raisonne de cette manière, c'est-à-dire lorsqu'il bénéficie d'un profit, il investit. Il est toujours prêt, disposé à investir. C'est toujours le cas pour tous les entrepreneurs, tout dépend. Tout dépend. Alors donc, les gains de productivité également peuvent être utilisés pour diminuer la durée de travail. C'est-à-dire au Maroc, au lieu de 44 heures, on peut décider par exemple de réduire de 44, donc hebdomadairement à par exemple 35, comme c'est le cas au niveau de la France. Avec le même salaire, sans toucher le salaire. Donc, autrement, ça permet de réduire le salaire autrement, c'est-à-dire le tarif horaire ou bien le tarif journalier. Et donc, cette baisse de la durée de travail donc, libère des postes, il crée donc de l'emploi. Puis également, donc, il permet les personnes occupées donc d'avoir plus de temps libre et pour bénéficier, c'est-à-dire de leur temps libre et consommer davantage. Pourquoi pas? Donc on consomme davantage lorsqu'on a donc suffisamment donc de temps libre qu'on exploite pour faire le sport, pour consommer des services, pour consommer davantage. Voilà généralement comment le progrès technique qui est source des gains de productivité et comment donc il peut favoriser la croissance économique, c'est-à-dire le partage, la condition pour le progrès technique favorise la croissance économique, c'est il faut que les gains de productivité soient partagés de cette manière. Voilà, donc c'est tout pour le progrès technique. Maintenant, on va passer à l'économie de la connaissance. On considère généralement l'économie de la connaissance comme étant un facteur structurel de la croissance économique, vertu de la croissance de demain. Pour traiter ce thème, donc on va essayer donc de commencer par un contexte et un cerveau historique. On va insister généralement sur 3 dates essentielles qui ont marqué l'histoire de l'économie de la connaissance. D'abord, donc, au niveau des expressions qu'on utilise, alternativement, on utilise l'économie de savoir, l'économie de la connaissance, l'économie matérielle, ou encore le capitalisme connecté pour désigner la même chose, pour dire la même chose, pour dire l'économie de la connaissance. Alors, l'histoire a commencé à partir de 1962 avec Fritz Machlup, qui semble avoir posé les premiers jalons de l'économie de la connaissance en publiant donc un article intitulé The Production and Distribution of
knowledge in the United States, la production et la distribution de la connaissance dans les États-Unis d'Amérique. Donc déjà en 1962, donc on a Fried a remarqué, bien sûr, donc a fait signal à ce phénomène. En 1977, un certain de Marc Uri Porat, donc dans sa thèse, elle avait montré que près de 45% de la main-d'œuvre, regardez, de la main-d'œuvre employée aux États-Unis d'Amérique avait pour tâche de manipuler de l'information. 45% de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, il est généralement, il n'est pas toujours qualifié, mais 45% donc manipule déjà de l'information. C'est-à-dire l'information commence donc à devenir donc un élément fondamental dans le travail de l'entreprise. Et 1978 en France, les travaux de Porat avaient été repris donc dans une annexe d'un rapport officiel français intitulé L'informatisation de la société. Également au niveau de la France, à partir de 1978, on commence à se rendre compte donc de cette économie et de la montée de cette économie. Regardez ici dans ce tableau. Ce tableau montre l'évolution de le stock de capital réel aux États-Unis d'Amérique en milliards de dollars. On distingue, on regarde entre le total de capital tangible et à comparer avec le total de capital intangible. En 1929, le capital matériel dépasse presque le double de le capital immatériel. 3 trillions 250 milliards, 251 milliards, 6 trillions, donc 275 milliards. En 1948, l'écart a baissé. Presque 6 milliards, 6 trillions, ou bien 6 billions, n'a 8. C'est-à-dire l'écart a baissé entre 1929 et, regardez, en 1973, ils sont presque les mêmes. Le matériel, le stock de matériel, il est presque le même que le stock du capital immatériel. Et en 1990, voilà le tournant. Donc le point d'inflexion, c'est 1990 avec l'Internet. Donc l'immatériel, l'économie immatérielle ou bien le capital immatériel a dépassé de loin donc le capital matériel. Regardez dans la structure, dans les composants des matériels, il y a de l'éducation et formation, la santé, sécurité, mobilité, recherche et développement. Et dans le matériel, il y a de la structure, équipement, le stock, la marchandise, des biens, ainsi de suite, les ressources naturelles. Donc, ceci montre que les années 90 sont considérées comme étant donc voilà, l'entrée de la planète dans une nouvelle phase économique de grande, voilà, très spécifique, très remarquable, avec bien évidemment donc des caractéristiques qui n'ont rien à voir avec l'économie mondiale avancée. Justement, donc une nouvelle phase de l'histoire économique dans laquelle, selon certains économistes, nous sommes entrés depuis la fin du siècle dernier, c'est-à-dire depuis 1990. Il est à noter que l'économie de la connaissance, et certes, donc, c'est un concept opérationnel assez nouveau. C'est assez nouveau, mais certes, c'est un concept opérationnel. Donc, voilà. Et également, la deuxième des choses, elle est promue par les organisations internationales. Elle a été promue par des organisations internationales, à savoir donc l'Union européenne, le Programme des Nations Unies pour le développement, les Cisco, l'OCDE, d'accord, la Banque mondiale. C'est-à-dire donc la particularité de l'économie de la connaissance, c'est dans l'opérationnalité donc de ce concept. Il est opérationnel, donc il est déjà dans le terrain, il existe déjà. Et puis également, donc il n'est pas promu par des auteurs, par des économistes, par des théoriciens, mais par des organisations internationales, dans le cadre d'un certain nombre de séminaires, de programmes, voilà, pour promouvoir cette économie de la connaissance, parce qu'elle représente l'avenir de la société mondiale. Maintenant, qu'est-ce que l'économie de la connaissance? C'est simple, on va commencer par la définition de Kenneth Pereiro. Donc en 1962, donc il a marqué que l'activité d'innovation, qui a un rapport direct avec l'économie de la connaissance, est séparée des activités de production classiques. Déjà depuis 1962, Kenneth, donc, il a remarqué cette séparation entre ces deux activités qui ne se ressemblent pas. Donc la première,
La connaissance d'abord est produite par un secteur spécialisé à partir d'une fonction de production qui combine le travail qualifié et le capital. Regardez, le travail qualifié, pas n'importe quel travail. Également, le secteur donc, il est spécialisé. Donc l'économie de la connaissance est un secteur très spécialisé qui utilise le travail qualifié, le capital comme fonction de production pour produire de la connaissance. Alors, donc, regardez, le output de ces secteurs consiste en de l'information échangée sur le marché. Donc, au niveau de l'output, c'est de la connaissance. Au niveau de la fonction de production n'est pas la même, on utilise le travail qualifié plutôt que le travail non qualifié. Et donc, on peut finir par dire que avec Kinichiro, l'économie de la connaissance, c'est une économie dans un secteur spécialisé produit de l'information en utilisant une fonction de production qui combine le travail qualifié et le capital. Donc ici, il est à noter qu'on utilise donc alternativement l'information, la connaissance et les données. Donc généralement, on ne fait pas beaucoup attention aux détails entre les deux. C'est vrai, donc une donnée, ce n'est pas de l'information, l'information, ce n'est pas de la connaissance. Une donnée, c'est quelque chose de brut. L'information, lorsqu'on donne un sens la donnée, et la connaissance lorsqu'on utilise l'information pour prendre une décision, pour agir et pour bien évidemment pour faire évoluer les choses. Voilà. Maintenant, pour l'OCDE, pour l'Organisation de coopération et développement économique, il a défini de sa part l'économie de la connaissance comme étant une économie directement fondée sur la production, la distribution, l'utilisation de la connaissance et de l'information, à une définition de l'OCDE de 1986. Donc l'économie de la connaissance, grosso modo, c'est une économie qui produit, distribue, utilise de la connaissance et de l'information. Donc la base de cette économie, c'est de l'information et de la connaissance. Les inputs, ce sont de l'information et de la connaissance. Le output également, c'est la même chose, c'est de la connaissance, de l'information, de l'information. Maintenant, pour mettre en place une économie de la connaissance, quels sont les fondamentaux de cette économie? Sur quoi il faut fonder, sur quoi se base cette économie? Bien sûr, c'est-à-dire quels sont les piliers de l'économie cognitive ou bien l'économie de la connaissance. Pour la Banque mondiale, on distingue entre 4 piliers. D'abord, l'éducation et les ressources humaines. C'est l'impossible de construire ou bien de mettre en place une économie de la connaissance sans investir dans l'éducation et les ressources humaines. Puis, un système d'innovation, il faut qu'il soit performant. Également, l'infrastructure d'information, il faut qu'il soit mise en place. Et enfin, donc l'incitation économique et régime institutionnel de l'État. C'est la bonne gouvernance, l'intervention de l'État pour encourager davantage cette économie. L'Union européenne, au contraire, il a réduit ces 4 piliers en 3. En 2009, lors de la conférence de la Commission européenne à Göteborg, en insistant sur d'abord le pilier fondamental, c'est la recherche, développement et innovation, puis l'éducation et enfin les technologies d'information et de la communication. Une économie de la connaissance selon la Commission européenne doit se fonder sur ces trois piliers. Voilà, donc c'est tout pour cette thématique de l'économie de la connaissance. On va finir par les facteurs conjoncturels de la croissance économique, qui sont donc on a dit la consommation, les exportations, l'investissement. Donc pour la consommation, c'est le point central de la théorie keynésienne. Donc pour Keynes, la consommation est le moteur de la croissance économique. Les entreprises investissent et embauchent en fonction de la demande effective, c'est-à-dire la demande prévue, qui se compose essentiellement de la consommation finale. Mais également, les investissements sont une deuxième composante. Le FBCF constitue une composante essentielle de la demande globale et en plus, sa réalisation stimule la production et donc la croissance. Donc, les déterminants de la croissance sont déjà traités dans le programme de la première année. Et comme je l'ai signalé, donc je vais vous déposer ici donc dans le descriptif de cette vidéo, dans la vidéo traitant de l'investissement et ses déterminants. Voilà, pour les keynésiens, c'est la demande c'est la demande effective qui motive l'investissement, alors que pour les libéraux, au contraire, ce sont les profits.
Voilà. Puis les politiques conjoncturelles publiques également, ils contribuent à la réalisation de la croissance économique conjoncturellement à court terme en agissant, en adoptant une politique donc, sur une année par exemple, une politique budgétaire sur l'année, donc produit des effets sur le immédiat sur la croissance. Exemple, une politique d'austérité, donc il est défavorable à la croissance économique parce que il réduit le pouvoir d'achat, il impacte négativement le pouvoir d'achat et donc la demande. Tandis que la politique de relance, lorsqu'on augmente le pouvoir d'achat des salariés et on encourage les entreprises à investir, donc il favorise la croissance économique. Voilà généralement pour cette deuxième vidéo, ce deuxième point relatif aux déterminants. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va essayer de traiter les théories de la croissance économique en faisant donc une revue de littérature, en essayant de répondre à deux questions centraux. Donc deux questions centrales. D'abord, quels sont les déterminants de la croissance économique? Chaque auteur donc insiste sur un déterminant donné. Et la deuxième des choses, la croissance économique tend-elle vers l'état stationnaire ou non? Tout dépend également des auteurs. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas surtout de poser vos questions dans le commentaire. Si jamais vous avez des questions, posez-les donc dans le commentaire. Et dans la mesure du possible, je vais essayer de vous répondre immédiatement. Merci pour votre attention.